retour. Ah voilà, j'ai un super retour. Parce que là, il n'y a plus trop de personnes qui arrivent pour 15h30. Bonsoir à tous. Merci, merci de m'avoir invité, de nous avoir tous invités à cette semaine de la pop philosophie. Ça demande aussi un gros travail d'organisation. Et vraiment merci. Alors, moi, je vais venir vous parler de psychologie et de magie. Vous inquiétez pas, tout est toujours très animé dans mes présentations. Je suis psychologue social, c'est-à-dire je suis spécialisé dans la manière dont les gens se perçoivent les autres, perçoivent leur environnement. Et puis j'interviens aussi sous ma double casquette, qui n'est pas universitaire, mais d'artiste, magicien ventriloque. Donc ça va me permettre de pouvoir vous illustrer un petit peu ma conférence par quelques exemples. Alors, est-ce que les magiciens sont des psychologues intuitifs? On peut penser, en tout cas sont, quand on observe, quand on écoute des magiciens, quand on lit des écrits sur les magiciens, on se rend compte que depuis toujours, en tout cas depuis qu'on a des traces, on se rend compte que les magiciens, oui, ils jouent avec les perceptions, les croyances sociales, nos manières de communiquer. Ils utilisent les différents registres verbaux, non-verbaux. Ils jouent aussi sur toutes nos manières d'agir, tout ce qu'on a appris à faire, la manière dont on a appris à le faire. Ce que nous on appelle les scripts, je vous en parlerai un petit peu, sont des représentations mentales, les scripts, mais qui se traduisent par des comportements. Donc effectivement, les magiciens, pour moi, ce sont des psychologues intuitifs, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, mais qui ont eu l'habitude d'observer autrui, de s'observer, et qui jouent sur ces différents mécanismes qui sont à la fois liés à la perception, à l'attention, donc des phénomènes qui sont, je veux dire, purement cognitifs, mais ils s'appuient aussi sur du socio-cognitif, c'est-à-dire la manière dont nous traitons l'information en relation avec autrui et en relation avec notre identité à un moment donné dans un contexte social particulier. J'ai tiré ici du site Artefact quelques exemples voulant montrer qui essayent en tout cas de vous montrer le lien entre psychologie et magie. Vous avez Nick Nems par exemple qui dit il y a au moins 95% de psychologie. Alors, les auteurs se situent à des niveaux différents. Vous voyez, là on parle seulement de 95% de psychologie, là où il faut que ce soit naturel pour créer une illusion. Si le mouvement n'est pas naturel, le script n'est pas naturel, le contexte n'est pas naturel, l'illusion c'est plus difficile de la faire naître. Ici on dit, on parle de technique, c'est pas la rapidité qui joue, mais on est plutôt sur le regard. Alors ce que les magiciens appellent la misdirection, c'est le détournement d'attention. Ce qui plutôt en fait est plutôt une orientation de l'attention. C'est pas tellement détourner l'attention d'eux, c'est plutôt orienter l'attention sur quelque chose. Maskelyne qui va vous parler des causes et des effets, et ça nous dit à nous psychologues, ça nous renvoie à la causalité, les interprétations de causalité, c'est-à-dire les gens font des liens entre les événements. S'il se passe un événement et tout de suite après un second événement, ces deux événements ont l'air d'être liés, et le magicien bien sûr joue là-dessus, sur cette perception de causalité. Pierre Edernac, lui, va vous dire que l'important c'est vous-même. Effectivement, quand vous croyez, quand un magicien croit à ce qu'il fait et rentre bien dans son personnage, alors l'effet est magique. Si vous êtes centré sur le truc, ça ne risque pas d'être magique. La magie va naître parce que le magicien lui-même sait qu'il est magicien, et à partir de là, le public va adhérer, ou plus facilement en tout cas. Et puis Jacques Delors qui parle de cette sensation, de garder la sensation d'émerveillement, mais en tout cas de l'avoir soi-même, encore une fois. Vous voyez. Je crois que c'est effectivement difficile, je pense que c'est difficile d'être magicien si on n'est pas soi-même émerveillé tout le temps par ce qu'on fait. Et on a beau faire 100, 200, 300 fois la même chose, mais à chaque fois, il faut être tout aussi émerveillé par ce qu'on est en train de faire. À partir de ce moment-là, on va convaincre le public. Mais on est vraiment dans un échange qui est psychosocial, c'est la manière dont on se présente à autrui et comment autrui décode notre comportement dans cette situation-là. Alors, l'intérêt des chercheurs en psychologie pour la magie, il est apparemment récent, puisque vous avez des travaux, par exemple, sur le focus attentionnel, dont je vais vous reparler, chez Simon et Chabris, par exemple, ou Kuhn, dès 97 chez Simon et Chabris. Martinez-Condé et McNick ont développé un champ qu'ils appellent la neuromagie, qui est l'analyse de la magie, mais plus sous l'angle traitement de l'information au niveau cognitif, même si les interprétations qu'ils font vont au-delà de ce qu'ils montrent. Ils donnent des interprétations qui sont sociales, en fait, aussi, des mécanismes qui sont traités en laboratoire, mais sous l'angle uniquement que cognitif.
Mais cet intérêt pour les chercheurs en psychologie n'est pas si récent que ça en fait, puisque dès les débuts de la psychologie et de la psychologie comme science, et en particulier comme science expérimentale, les psychologues se sont intéressés aux magiciens pour comprendre comment fonctionnait la perception humaine. Alors, par exemple, Alfred Binet a travaillé avec Méliès, avec Reinali, avec Arnoux. Jastrow a travaillé avec des magiciens américains, je ne sais plus trop dans quel domaine, et Triplett, lui, c'est le premier chercheur en psychologie qui s'est intéressé à la manière dont les gens percevaient la disparition d'une balle au lancer. Vous savez, le magicien qui prend une balle, la lance et la balle disparaît. C'est le premier psychologue qui s'est intéressé à ça. Donc l'intérêt n'est pas récent. Maintenant, il s'est passé quasiment un siècle entre l'intérêt premier des chercheurs en psycho et ces dernières années où la psychologie, les psychologues recommencent à s'intéresser à la magie. Et même là, il y a du boulot, puisque, pour juste citer mon cas personnel, il n'y a que mes collègues qui sont intéressés et qui voient l'intérêt de mes recherches. Pour les étudiants, ce que je fais, c'est pas de la magie. C'est pas de la psycho, pardon. C'est pas ma vraie psycho, c'est autre chose, c'est sérieux, mais ce que moi je fais, c'est rigolo, mais c'est pas de la psychologie. Donc il y a toute une série de croyances derrière ce que serait la magie et ce que serait la psycho, évidemment. Je ne vais pas développer ça ici. Bon, je ne vais pas développer ce point-là qui a été largement développé par Gérard Berry, mais effectivement, on sait bien que l'œil n'est pas une caméra. Gérard l'a largement montré. Moi, j'ai plutôt me basé sur des aspects plutôt psychosociaux, c'est-à-dire on voit en fonction des croyances que nous avons aussi. On a un cadre perceptif qui est psychologique, qui est même psychosocial, ça dépend, c'est culturel, c'est de l'apprentissage, et c'est même l'image de soi à un moment donné. Au laboratoire, on peut rendre les gens plus ou moins attentifs à certains phénomènes, je vous en parlerai après. Sur la question du contexte, là aussi quelques illusions qui vont peut-être reprendre certaines, en tout cas ce que Gérard a montré. Par exemple, la chambre d'Ems, vous avez des personnes qui sont de même taille, mais l'une paraît géante et l'autre pas. Mais pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de voir des pièces carrées, cubiques. Or, cette pièce, une chambre d'Ems, n'est absolument pas cubique. Il n'y a rien de droit dans la chambre d'Ems. Aucun angle n'est droit. Donc, quand vous regardez par les œilletons, vous allez reconstruire en voyant ce que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire un cube. Et vous allez être très étonné de voir les personnes qui grandissent ou qui rapetissent selon les endroits où ils se placent. Une autre illusion, c'est celle de Titchener, où les cercles rouges ici sont exactement de la même taille. Mais ici, c'est une illusion qui est aussi basée sur un effet de contraste, où vous allez comparer, sans vous en rendre compte, mais vous comparez le cercle rouge au cercle blanc qui sont à côté. Vous avez l'impression que votre attention n'est focalisée que sur le rouge, pensez-vous, mais en fait il y a un effet de halo qui se passe et que votre attention elle est contaminée par le fait que dans l'environnement vous avez d'autres stimuli que vous voyez, et donc vous faites vous calculez le rapport entre les deux. Vous avez aussi cet échiquier par exemple qui renvoie à ce que Gérard a montré, où les pièces ici blanches et noires sont exactement de la même couleur. Ou alors, vous avez une illusion plus récente, l'échiquier d'Adelson, ça date de 95, je crois, où les cases A et B sont aussi exactement de la même couleur. Voilà une explication. Sur cet échiquier, si l'ombre projetée par le cylindre était réelle, la case du milieu apparaîtrait plus claire en passant de l'ombre à la lumière. Mais si on crée une fausse ombre, en colorant en noir certaines cases foncées et en gris foncé certaines cases claires, la case du milieu, qu'on imagine claire, est en réalité foncée. Alors oui, ici on a truqué parce que simplement vous avez reconstruit l'ombre telle que vous la connaissez. Or en fait, c'est pas l'ombre telle que vous la connaissez. Mais votre cadre perceptif vous amène à voir en fait ce qui n'est pas vraiment, mais ce que vous avez eu l'habitude de voir. Un autre exemple, je ne l'ai pas encore lu ce bouquin, je présume, et ça m'énerve parce que je voulais le traduire, je présume que c'est la traduction de leur bouquin Sleights of Mind. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout l'image centrale. Ceci n'est pas un lapin. Voilà. En fait, c'est un canard. Enfin, ça peut être un canard. Vous voyez là. Mais pourquoi vous voyez un lapin? Parce qu'on vous a mis un chapeau. Et que si on vous parle de magie et chapeau, alors il y a lapin. Oui, mais le canard a un œil et un bec ici.
Il y en a plein d'illusions comme ça. Mais surtout pour dire, c'est un effet de contexte, quoi. Vous voyez ce que vous avez appris à voir. Un autre exemple sur le fait que, alors on est dans des effets de contexte, un autre exemple sur le fait que on croit percevoir par un seul sens, et en fait, effectivement, tous nos sens contribuent à la perception. C'est une très belle expérience de Joss Mackie et Harry qui est parue en 1998, qui s'appelle le Parchment Skin Illusion, et l'illusion de la peau parcheminée. Et en fait, ils demandent aux personnes de frotter leurs paumes des mains l'une contre l'autre, et on enregistre simplement le son que fait la paume des mains. Et les gens entendent le son que produit ce frottement. Et puis on travaille sur la fréquence. Et le son devient de plus en plus sourd. Et les personnes, au fur et à mesure qu'elles se frottent les mains, ont l'impression que leur peau devient dure, comme du parchemin, en fait. Ce qui veut dire qu'ils ont pris en compte l'information auditive pour interpréter l'information tactile. Alors il y a d'autres expériences assez rigolotes qu'on ne ferait peut-être plus maintenant, mais qu'en psychologie sociale américaine on faisait dans les années 70-80, où des hommes viennent au laboratoire et on va leur montrer des photos de jeunes femmes tirées de Playboy. Et donc ces photos ont toutes été prétestées comme étant avoir le même, chaque photo, chaque jeune femme a le même degré d'attractivité que les autres. D'accord ? Il n'y a pas de différence perçue en fait entre ces jeunes femmes. Et on va brancher la personne, on va lui mettre des capteurs, en particulier cardiaques, on va enregistrer son rythme cardiaque, entre autres, parce qu'on fait une étude sur la physiologie, etc. En fait, c'est pas ça qu'on fait, mais la personne croit que c'est ça. Et elle va entendre donc son rythme cardiaque au fur et à mesure des photos. Et donc, elle entend popom, popom, popom. Première photo, popom, popom, popom. Ouais, bon. Deuxième photo, tatata, tatata, oh. Et à chaque fois, il doit noter l'attractivité de la jeune femme. Et ce qui est très intéressant dans cette expérience-là, c'est que tous les participants vont noter les jeunes femmes en fonction du rythme cardiaque qu'ils ont entendu. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils n'entendent pas leur rythme cardiaque. C'est que les chercheurs ont utilisé un rythme cardiaque préenregistré, qui est toujours le même pour la photo 1, la photo 2, la photo 3, la photo 4, et en revanche, la photo 1, 2, 3, 4, c'est jamais la même. Vous voyez ? Donc on a plein d'études comme ça en psychosocial qui montrent qu'effectivement on s'appuie sur d'autres sources d'informations qui à la limite ne devraient pas nous influencer, mais nous influencent pour percevoir le monde. Alors voilà, le Parchment Skin Illusion, c'est ça, c'est le fait que j'entende mes mains se frotter et j'ai l'impression que le son donne un son rugueux, ben je finis par sentir ma paume, réellement ma peau comme étant vraiment du parchemin. Autre exemple, c'est l'effet McGurk et McDonald. Je vous en donne un exemple. Ici, vous avez à un moment, je pense, devoir fermer les yeux, si mes souvenirs sont bons, si c'est parce que j'ai changé parfois d'illustration. Listen to Greg speaking. Bar, 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 bar. What do you hear? If you heard bar, 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 you'd be right. But how about now? Bar, 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 bar. Chances are you heard far, far, far this time with an F, except you didn't. In fact, the audio didn't even change between the two videos. Bar, bar, bar. Strange as it may seem, what you hear depends on which video you're looking at. Go ahead, take turns watching each video and see how the sound morphs. Regardez l'une ou l'autre des vidéos, vous allez entendre le son changer. This is a perfect example of something called the McGurk effect, which shows how our visuals can alter what we believe we're hearing. Voilà, donc le son est toujours le même, mais simplement vous vous basez sur ce que vous voyez de la bouche pour interpréter le son. Alors c'est un phénomène bien connu en doublage, c'est aussi un phénomène bien connu. Oui, ça va. C'est aussi. Oui, j'ai bien compris. C'est un phénomène que les ventriloques connaissent bien. Oui, attends, j'ai bien compris. Oui, d'accord. Ah, tiens. Eh, tu veux sortir ou pas? Oui, je veux sortir. Oh mon Dieu. Voilà. Ça, c'est un effet McGurk. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, vous voyez, là, par exemple, je n'ai pas dit bonjour. Ah non? On dit quoi? J'ai dit bonjour.
bonjour. Ben oui. T'as dit bonjour? Ben oui, j'ai dit bonjour. Et la deuxième fois, d'ailleurs, j'ai pas dit bonjour, j'ai dit bonjour. En vrai. Mais vous entendez le bonjour parce que vous avez l'habitude d'entendre bonjour. Et vous avez vu, par exemple, je peux dire, tu dis bonjour? Si, tu dis bonjour? Si, tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Mais là, je vous ai dit tellement de fois bonjour que si je dis bonjour ou bonjour, ça va passer sans aucun problème. Ça passera d'autant plus, hein, donc ça c'est vraiment une illustration d'un effet McGurk, ça passera d'autant plus que, bien sûr, il y a une focalisation de l'attention et non pas un détournement de l'attention vous allez venir regarder ce qui bouge plus. D'accord? Et la marionnette bouge plus que le visage qui va bouger un petit peu de toute façon aussi. Mais vous allez d'abord suivre ce qui bouge, ça c'est ce que nous disait Gérard tout à l'heure. Et donc, oui, bah ça va. Hein. Et voilà, donc vous regardez là, et ensuite il y a un effet de contraste qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs effets. Il y a votre attention qui est dirigée vers ce qui est mobile, et finalement ce qui est fixe n'est plus relativement immobile, n'est pas intéressant pour vous. Mais la perception de mobilité ou d'immobilité résulte d'un effet de contraste, c'est-à-dire que psychologiquement vous contrastez les deux. C'est-à-dire que dans un numéro d'Anteloki, par exemple, on apprend à parler, à articuler beaucoup plus éventuellement et à bouger très très peu les lèvres. Et donc par contraste, quand moi je parle, j'articule beaucoup. Donc quand celui qui parle, on dirait que tu bouges pas. Mais si, je bouge beaucoup pourtant. Ici. Voilà. Donc il y a un effet de contraste qui se passe entre ce que ma bouche qui bouge et la bouche de la marionnette. Et puis il y a plein d'autres effets. Il y a aussi le fait que de toute façon, le son, vous ne savez pas bien exactement d'où il vient et que vous avez appris à localiser le son là où un personnage bouge. Et donc si ça fait ça, c'est le son comme... Vous voyez? On n'arrête pas de parler avec nos mains, mais ils sont tarés, c'est bon. Oui, je sais. Donc, vous voyez, c'est... Donc, il faut être un peu fou pour être ventriloque, juste parler avec ses mains. C'est un peu fou. Alors, je vais vous parler maintenant de perception visuelle et de magie, la manière dont on travaille au laboratoire sur eye tracking. Alors, ces travaux essentiellement, eye tracking, c'est l'oculométrie, essentiellement les travaux de Gustav Kuhn, qui est magicien aussi, étonnamment. Et donc, c'est la manière, tout à l'heure Gérard en parlait, c'est filmer les points de fixation, là où se met l'œil quand il regarde une scène. On peut tout à fait filmer ces différents points de fixation. Alors il y a différents modèles, très appareillés, du très appareillé au moins appareillé. Actuellement on utilise plutôt ce genre d'oculomètre. C'est-à-dire ce sont deux, en général c'est une ou deux caméras qui sont paramétrées pour le regard de chacune des personnes, donc elles sont paramétrées par rapport à l'œil des personnes. Et puis ensuite on met des scènes visuelles, et la personne regarde et pendant ce temps-là on enregistre ses saccades oculaires. Alors ça donne quelque chose de ce genre-là par rapport à une perception de magie, ou non pas de magie, mais de pseudo-magie en l'occurrence. Mais voilà le matériel qu'on a utilisé à Rennes 2 il y a quelques années, où je réalise soi-disant un tour de magie, mais ce n'est pas un tour de magie, puisque normalement je tiens la main suffisamment haut pour faire disparaître un briquet qui va tomber, et les gens normalement doivent le voir, ce briquet. Hein. On fait en sorte qu'ils le voient. Là, c'est pas de la magie, un magicien va cacher. Mais là, le briquet est visible. Normalement, ils doivent le retomber. Voilà le matériel qu'on utilise. Le point rouge, les points rouges sont les fixations oculaires, et plus le point est gros, plus l'œil regarde longtemps à cet endroit-là. Vous voyez, on voit bien les saccades qui sont faites, là où l'attention est placée, là où l'œil regarde. Voilà. Alors vous avez probablement vu le briquet tomber, parce que je vous ai dit que le briquet allait tomber. Je ne sais plus ce qu'il en est exactement pour la personne ici, parce que là c'est l'enregistrement d'une seule personne. On a fait ça sur plusieurs personnes, et on a obtenu les mêmes résultats que chez Kuhn, c'est-à-dire que les gens peuvent regarder quelque chose mais ne pas voir. C'est-à-dire effectivement la fixation oculaire est faite, mais la personne ne voit pas, alors que réellement, si on est prévenu, on voit bien le briquet qui est tombé, quoi. Les autres hypothèses n'ont pas été validées dans cette étude-là. Alors, par exemple, voilà un exemple de publication de Kuhn sur une disparition de balles lancées. Alors, vous avez donc, le regard du magicien va toujours vers le haut, et dans la deuxième séquence, son regard suit plutôt sa main. Et les croix et les ronds sont les points de fixation des personnes.
en fonction qu'ils perçoivent ou non l'illusion. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le premier cas de figure, il y a quand même 68% des gens qui voient la balle disparaître. Hein. Dans l'autre cas, ils ne sont que 32% à voir la balle disparaître. Mais ce qui est intéressant quand on regarde où les gens regardent, c'est que l'illusion, elle est indépendante de là où ils ont regardé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les gens qui... que les gens voient l'illusion, disent « Ah oui, la balle est disparue » ou « Non, ils ne la voient pas disparaître ». Ils ont de toute façon regardé, ils ont toujours regardé en moyenne exactement au même endroit. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce genre d'expérience ou d'études, ça je viens de vous le dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les travaux de Kuhn, c'est que les personnes regardent d'abord le visage du magicien avant de regarder la balle. Alors c'est pas étonnant parce que le visage, c'est le premier déclencheur social quoi, chez l'être humain en tout cas. C'est la première chose auquel le bébé réagit. D'ailleurs le bébé réagit même uniquement, basiquement, ça a été démontré par Spitz dans les années, fin des années 30, au début des années 40, quelque chose comme ça. Le bébé réagit simplement à un rond rose avec 2 points noirs. Du moment qu'il a un rond rose et 2 points noirs devant le visage et que ce rond rose fait ça, bouge un peu, le bébé commence à sourire et à babiller. Hein. Donc le visage, c'est un premier déclencheur social et c'est extrêmement important, effectivement, dans nos relations à autrui. Donc c'est pas étonnant que les gens regardent d'abord le visage et que c'est le visage du magicien qui donne l'information, en fait, de là où les gens doivent regarder. Et oui, ça je vous l'ai dit, il y a une dissociation, ce que les gens disent avoir vu et leur mouvement oculaire, c'est-à-dire, en vrai, ils ne fixent le haut de l'image que quand la balle est là. Vraiment, l'œil va voir quand la balle est là, pas quand la balle n'est pas là. Ça ne les empêche pas de dire la balle a disparu ou pas. Enfin, c'est assez étonnant. Un autre exemple des zones d'intérêt, là où se situe cette zone où se met le regard des personnes, toujours dans les travaux de Kuhn, par exemple. Vous voyez, ici, on a une séquence comportementale dans laquelle il va faire disparaître une cigarette puis un briquet. Alors, on ne voit pas bien, évidemment, mais vous voyez que où sont les zones d'intérêt? C'est d'abord le visage, puis ensuite, c'est l'endroit qui est regardé par le magicien, puis ensuite, c'est les mains qui vont bouger, faire quelque chose, et là, le magicien regarde à nouveau ce qu'il est en train de faire, donc les personnes regardent. Ici, c'est l'action qui va déclencher l'intérêt, et que la main ici vienne plus bas, ça n'est plus intéressant du tout, l'action pour les gens se passe là, et c'est au niveau de la face. Et vous voyez, à la fin, le briquet, enfin la cigarette a disparu, le briquet a disparu, et Kuhn va en conclure que ces zones de fort intérêt sont causées par plusieurs facteurs. D'une part, le regard du magicien. Quand un magicien regarde quelque part, il entraîne votre attention à regarder là où il regarde. Mais il vous entraîne aussi à ne pas voir quand il vous regarde. C'est au moment où moi, ou n'importe quel de mes confrères, si on fait vous regarde à un moment donné, votre regard forcément va venir vers notre regard, et là on peut faire tout ce qu'on veut, vous ne verrez rien. Alors que pourtant vous êtes focalisé sur nous, vous voyez.